Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde consacrée au courage de l'engagement public. Pour en parler, deux grands témoins qui se sont mis au service de l'État. Tout d'abord, Bernard Cazeneuve, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sous la présidence de François Hollande, vous avez été ministre délégué aux Affaires européennes, délégué au budget, puis ministre de l'Intérieur. Entre avril 2014 et décembre 2016, vous avez vécu la vague d'attentats entre janvier 2015 et juillet 2016. On va s'arrêter là pour Nice. Vous avez terminé le quinquennat de François Hollande comme Premier ministre de décembre 2016 à mai 2017. Une expérience au sommet de l'État que vous avez racontée dans 2 livres. Chaque jour compte, 150 jours sous tension à Matignon en 2017 et puis à l'épreuve de la violence en octobre 2019, tous les deux publiés chez Stock. Votre territoire d'élection, c'est la Manche, dont vous avez été député pendant 10 ans. Et puis vous avez également les villes d'Octeville, puis Cherbourg, après la fusion dans votre cœur, puisque vous avez été maire et président de la communauté urbaine de ce territoire, de ces villes. Aujourd'hui, vous êtes avocat associé dans le cabinet Auguste Debouzy. À vos côtés, le préfet du Rhône et le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Maillot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes préfet depuis 2003. Après avoir été directeur central des renseignements généraux, vous avez occupé le poste de préfet dans le Finistère, la région Bourgogne, Midi-Pyrénées, devenu par la suite l'Occitanie, après la fusion avec le Languedoc-Roussillon. Vous êtes préfet du Rhône et de la région depuis 3 ans. Vous êtes arrivé à Lyon en novembre 2018. Et à signaler également qu'en tant que préfet à Lyon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, vous êtes également préfet de la zone de défense et de sécurité de la zone sud-est. Le sens de l'État, mettre ses compétences au service de l'intérêt général, demande forcément une forme de courage. Comment garder son sang-froid malgré toutes ces difficultés, son sens du discernement pour décider, et puis comment rester soi-même aussi dans sa personnalité, dans ses fonctions, quand les postes que vous incarnez supposent parfois que l'homme s'efface derrière cette fonction. C'est ce que nous allons voir pendant 45 minutes avec vous. Alors peut-être pour commencer, pour lancer un peu le débat, je vais vous demander à chacun quelle a été la situation, selon vous, où vous avez eu le plus besoin de courage dans votre carrière publique. Bernard Cazeneuve. Incontestablement, ce sont les attentats. Lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, que votre directeur de cabinet rentre dans votre bureau pour vous indiquer que des coups de feu ont été échangés quelques minutes avant dans les locaux de Charlie Hebdo, qu'il y a, d'après le préfet de police de Paris, un très grand nombre de morts et que vous affrontez dans les heures qui suivront, par-delà le spectacle de désolation des scènes de crime, la mort d'une policière municipale, une prise d'otage, et que vous êtes dans ce climat de tension extrême qui ne vous permet pas d'être garanti que la mobilisation de vos équipes, le préfet Maillot s'en sait quelque chose, vous permettront de sortir de la crise terroriste. Vous êtes confronté à une situation inédite qui appelle de votre part un calme, une maîtrise, et qui suppose que vous puissiez trouver au plus profond de vous-même la force. C'est d'ailleurs assez mystérieux, l'alchimie par laquelle la force nécessaire vous parvient pour surmonter les événements. Lorsque je me trouve dans un contexte difficile, pour 1000 raisons, avec le préfet des Alpes-Maritimes, après l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais, que cette promenade que vous connaissez tous très bien est éclairée d'une lumière blafarde et que vous voyez des parents agenouillés devant le corps de leurs enfants ou des proches qui sont à proximité du corps recouvert d'un membre de leur famille, que peut-il y avoir de pire que des scènes comme celle-ci quand on est en charge de la protection des Français? Et lorsque les attentats surviennent, c'est que un échec est constaté, que la mobilisation des forces n'a pas suffi. Donc il n'y a pas de pire moment que cela. Et bien entendu, c'est dans ces moments-là qu'il faut trouver la force pour continuer à faire ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire agir, prendre des décisions, protéger les Français et donner au pays, et par-delà le pays à ceux qui nous regardent, l'image d'un pays déterminé à demeurer debout malgré la violence extrême de ceux qui ont cherché à l'atteindre. Et je termine le propos en disant que dans ces moments-là,
vous trouvez une partie de la force nécessaire, et je ne le dis pas parce que nous sommes aux entretiens de Valprès, mais parce que c'est ce que j'ai éprouvé à ce moment-là, dans des choses qui dépassent très largement la dimension exclusivement humaine de l'action et qui renvoient à la dimension spirituelle de l'existence et de la vie. Cette question des ressources, évidemment, face à la décision, face à la dureté d'une situation, on y reviendra un peu plus tard dans cet entretien. Préfet Pascal Mayos, monsieur le préfet, quelle a été la situation pour vous qui a demandé le plus de courage? Bien, sans beaucoup d'imagination, ou en tous les cas d'innovation, je dirais à la suite du Premier ministre que la période où j'ai été directeur central des renseignements généraux, qui n'a pas été la période la plus simple de ma carrière, n'est pas tout à fait un poste auquel j'aspirais, mais c'est un poste qu'on m'a demandé d'occuper. Par définition, j'ai placé ma carrière non pas dans le choix des fonctions, mais dans le service de l'État et de la France, ont été vraisemblablement les 2 ans et demi les plus compliqués de ma vie, parce que, exactement comme Bernard Cazeneuve vient de l'expliquer, et je le dis sans embâge, j'ai vécu la peur au ventre pendant 2 ans et demi, en me disant si le service dont j'ai la responsabilité faillit. Et si dans la lutte contre le terrorisme islamique, qui à l'époque était séparée entre la direction de la surveillance du territoire et la direction centrale des renseignements généraux, si la direction dont j'ai la charge ne réussit pas, ça me réveillait la nuit, à identifier, neutraliser, suivre tel ou tel terroriste potentiel, comment, pour le pays, pour nos concitoyens, cela va-t-il se traduire et quelle est la part de responsabilité à ce moment-là qui sera la mienne? Pas juridique et autres, mais en termes de responsabilité morale et humaine. Et je me souviens très bien de 2 de mes collègues. L'une était anglaise, elle était à la tête, si ma mémoire est bonne, du MI6, et le second était espagnol, il avait rang de secrétaire d'État. Ils avaient à peu près les mêmes responsabilités que celles que j'exerçais, c'était mêlé aussi avec un peu de DST. Et l'un et l'autre avaient connu des attentats, et je me souviens de discussions que nous avions ensemble, ils m'avaient dit l'un et l'autre, jamais nous ne nous en sommes remis. Et je me disais, eux sont dans ce métier pratiquement depuis leur enfance professionnelle, moi ça n'est pas le mien, pourvu que je trouve en moi et ailleurs la force de tenir, d'animer mes équipes, de leur montrer tous les jours à quel point, inlassablement, malgré les difficultés, il faut poursuivre ce combat de l'ombre, hein, ce combat de la difficulté à identifier pour protéger chacune et chacun des Français. Donc, je comprends parfaitement ce que Bernard Cazeneuve vient de dire, parce que pendant 2 ans et demi, je l'ai vécu comme patron d'un service de renseignement. Quand on est au service de l'État, est-ce que le courage de l'action, puisque vous êtes quand même à ces postes pour prendre des décisions, est-ce que ça demande de la temporisation, comme je le disais, garder une forme de sang-froid, ou au contraire une rapidité d'exécution pour que la situation ne s'empire pas? J'imagine que c'est difficile de répondre de façon générale, mais qu'est-ce que vous diriez sur ce tempo pour quelqu'un de vos responsabilités, Monsieur le Premier ministre? Bon, d'abord, il faudrait tomber d'accord sur ce qu'est le courage. Il faudrait tenter d'en donner une définition. Qu'est-ce que le courage pour quelqu'un qui est investi d'une responsabilité publique, qui doit prendre des décisions dans un contexte souvent extrême et prendre des décisions pour essayer d'éviter les plus grands périls ou redresser des situations qui apparaissent comme étant inextricables. Le courage, c'est la mise en danger de soi-même dans un contexte de maîtrise et de responsabilité pour atteindre un but. Donc, le courage qui est la mise en danger de soi-même n'est pas une manière d'inconscience et d'irresponsabilité face à un contexte difficile auquel on doit faire face. Parce que si l'on est inconscient des risques que le contexte présente, on agit sans être en situation d'évaluer le danger. Par conséquent, la notion de courage n'a pas de sens, puisque le courage, elle implique à un moment donné que l'on soit capable de surmonter ce que l'on peut éprouver, ressentir, évaluer, pour pouvoir prendre des décisions et agir. Il y a donc dans le courage une dimension de dépassement de soi-même qui n'existe pas si l'on est inconscient du contexte.
Ce n'est pas non plus une forme de transgression ou de disruption qui conduirait à se surpasser sans objectif. Quand on est dans l'action publique, le courage est destiné à atteindre un but. Lorsque le général de Gaulle, dans un contexte historique très particulier, décide de partir à Londres en prenant le risque d'y partir et en abandonnant tout, dans un contexte historique dont il a toutes les raisons de penser qu'il ne sortira pas victorieux, en tous les cas à l'origine, le contexte est extraordinairement difficile, il fait une analyse, il prend un risque, il se dépasse en prenant ce risque et il a un but, c'est la libération à terme du territoire national, la poursuite de la guerre et la victoire face à l'ennemi. Donc le courage est en politique et dans l'action publique quelque chose qui doit atteindre un but. Et je distingue volontairement, parce que l'on est dans une période extraordinairement narcissisante, très numérisée et de communication, le courage d'un exercice qui consiste à s'auto-promouvoir pour soi-même, son but politique à atteindre. Bon, le courage n'est pas une transgression, n'est pas une disruption sans objet. Et donc, pour moi, le courage, c'est avoir une vision claire de ce qu'est la situation, savoir quel est le but à atteindre, savoir que la situation est inextricable et qu'on ne sera pas garanti de pouvoir atteindre le but, et trouver en soi la force de se dépasser pour l'atteindre à la fin par son propre effort et la capacité que l'on a par son effort à engager derrière soi le plus grand nombre de forces possible. C'est-à-dire qu'il y a dans le courage quelque chose qui a à voir avec le charisme, avec la capacité d'entraînement. Alors, est-ce que pour être courageux, il faut être dans la pondération? Oui, bien entendu, pour la raison que je viens de dire, qui est que le courage, lorsque les situations sont très sérieuses, appelle des forces qui s'agrègent pour atteindre le but. Et vous ne parvenez pas à agréger des forces autour de vous si vous n'avez pas la sagesse et la pondération du chef. Même si vous avez l'énergie et que vous n'êtes pas capable de la canaliser pour rassurer ceux que vous emmenez avec vous jusqu'au point ultime, vous apparaissez comme un individu tout à fait énergique, mais parfois absolument inconséquent. Donc la pondération, la maîtrise est une condition absolue de l'exercice de la responsabilité publique, surtout si on a du courage. Je le dis pour tous ceux qui sont des assoiffés de la radicalité. Et moi, je ne crois pas du tout que la radicalité et le courage puissent avoir quelque chose à voir l'un avec l'autre. Je pense, peut-être parce que je suis issu du département de la Manche et que Tocqueville avait été l'un de mes lointains prédécesseurs au Parlement dans la Manche, mais je suis de ceux qui pensent que rien n'est plus fort que d'être violemment modéré. Vous êtes tous les deux publiquement des figures du calme. Vous incarnez cette sérénité, l'un comme l'autre. Monsieur le préfet Pascal Mayos, est-ce que c'est compliqué de rester calme? Est-ce que ça, déjà, c'est une première forme de courage, finalement? Je n'ai jamais vu s'énerver dans ses fonctions. C'est un calme olympien, le préfet Mayos. Ni moi non plus. C'est compliqué quand on a un caractère bouillonnant, quand on est impatient et quand on pense que les choses n'avancent jamais assez vite. Mais ça devient moins difficile quand on a deux objectifs. Le premier, c'est s'oublier pour le service de l'État. Et à ce moment-là, finalement, même si sa personnalité entre en jeu, elle est d'une certaine façon transcendée par ce qu'elle sert, l'État, la France. Et puis le deuxième, c'est se dire, comme l'a dit Bernard Cazeneuve, que si on veut entraîner les autres, il faut être capable de les apaiser, de les convaincre et de les rassurer. Au moment de la crise du Covid, un de mes collaborateurs, nous étions 7 à la préfecture, les grilles étaient fermées, il n'y avait plus personne dans Lyon, vient me voir avec courage et me dit « Monsieur le préfet, est-ce que vous avez peur ?» Et je lui ai répondu deux choses. La première, la peur n'écarte pas le danger. Et le second, nous n'avons pas de raison d'avoir peur puisque nous savons ce que nous avons à faire. Et il m'a avoué il y a quelques semaines qu'à partir de ce moment-là, il n'avait plus eu peur. Donc finalement, il y a une sorte d'alchimie qui se crée quand vous êtes conscient de vos responsabilités, conscient de la raison pour laquelle vous le faites, qui est une raison suprême, et des obstacles qui pourraient
s'inscrire entre votre volonté et le but à atteindre, à ce moment-là, les choses, finalement, de façon assez naturelle, se dessinent. Bernard Cazeneuve parlait du général de Gaulle. J'ai beaucoup aimé, certains jusqu'à leur fermer les yeux, les compagnons de la Libération. Avec Hubert Germain vient de mourir, il était le dernier des 1038 compagnons de la Libération. Période formidable de notre histoire où les aristocrates et les ouvriers, les catholiques et les francs-maçons, les étrangers et les apatrides et les Français se joignaient, se réunissaient dans une même chevalerie. Il avait même été question pour le général de parler de chevalerie et pas d'ordre. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand j'en interrogeais quelques-uns et que je leur demandais « mais qu'est-ce qui vous a valu ce titre merveilleux de compagnon de la Libération? Quel est le courage qu'il a fallu ?» Mais il n'a pas fallu de courage, il a fallu une conjonction d'événements qui m'ont entraîné. Et Nicolas Virobov, qui est un de ceux que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai prononcé l'éloge, m'avait dit un jour, c'est affaire de tempérament, le courage. Et je pense que c'est vrai. C'est affaire de tempérament et d'éducation de ce tempérament. Je reviens sur la question du timing. Est-ce qu'il faut rester d'abord dans le silence pour prendre la décision et puis ensuite agir, ou au contraire être capable également d'agir très rapidement face à des situations? Quel est votre point de vue là-dessus, Bernard Cazeneuve? Bon, ça c'est un autre sujet qui est le sujet du temps de l'action et le sujet de la verbalisation de ce que l'on fait, y compris pour faciliter l'action, en augmenter les effets. Et moi j'ai toujours pensé que dans l'action publique, l'usage de la phrase brève était vivement recommandé. Et qu'il ne fallait s'exprimer que pour autant qu'on avait quelque chose à dire. Et qu'il était rare, lorsque l'on était face à des situations extrêmes qui impliquaient des décisions parfois lourdes, qu'on ait quelque chose à dire à chaque instant, à chaque minute, pour rendre l'action à l'origine de laquelle on se trouvait intelligible. Le vrai chef qui se trouve à la tête d'une administration, à la tête d'un ministère ou à la tête de l'État et qui doit prendre des décisions difficiles, doit rechercher l'économie de mots la plus grande pour dire ce qu'est le sens de l'action au moment où il convient de le faire, ni trop tôt ni trop tard, sinon le courage risque de s'enliser dans les mots, ou en tous les cas l'impact du courage risque de s'enliser dans les mots. Il doit choisir les mots pour dire les choses. Celui qui est armé de courage et doit prendre des décisions difficiles pour atteindre des buts qui semblent inatteignables est condamné à trouver le juste concept et le juste mot pour qualifier la situation à laquelle il doit faire face. Se tromper de mots quand on est armé du plus grand courage est une manière de désarmer le courage en commettant la faute. Et en politique, puisque la politique est quand même quelque chose qui a un peu à voir avec la rhétorique, quand vous êtes dans une situation exceptionnelle et que cette situation exceptionnelle appelle que vous surpassiez, vous devez aussi trouver le mot pour dire les choses. Et ceux qui sont restés dans l'histoire comme des êtres extraordinairement courageux, dont la bravoure a marqué les esprits, sont aussi ceux dont on se souvient des discours et dont on se souvient des propos utilisés par eux pour qualifier des situations, montrer la direction, et beaucoup de mots de grands chefs historiques qui sont restés comme de grands chefs courageux sont devenus des préceptes auxquels les nations continuent à se référer longtemps après que ces chefs ont disparu. On est loin de la culture du tweet. Je disais que la phrase brève est vivement recommandée, à condition que la phrase brève ne soit pas mise au service des idées courtes. Ça, c'est le tweet. Pour le chef courageux, la phrase brève doit être mise au service des idées les plus ambitieuses. Finalement, c'est sans doute une forme dans votre action d'aller à contre-courant, dans la modération, face à une société qui... Vous êtes en train de me dire que je suis totalement démodé. J'en avais totalement conscience en arrivant ici. Et je l'assume totalement, mais vous savez, les modes, ça passe. Hein. Aller à contre-courant, ce n'est pas forcément un effet de mode. Monsieur le préfet Pascal Mayos, en préparant cet entretien avec vos équipes,
Il y a quelque chose qui est revenu tant pour Bernard Cazeneuve que pour vous, ce sont les manifestations. Et cette garantie du maintien de l'ordre public que vous incarnez, est-ce que ce type d'événement, les manifestations, c'est véritablement quelque chose qui demande une forme particulière de courage quand vous occupez vos fonctions? Monsieur le préfet. D'abord, la manifestation, ça doit faire 36 ans que je fais ce métier. La manifestation, c'est l'événement qu'on ne peut jamais prévoir de façon certaine. Rien n'est pire que de penser qu'une manifestation ressemble à une autre. Si vous vous engagez de cette façon-là, vous êtes sûr d'avoir une difficulté et de mal commander. Donc la manifestation, c'est incontestablement le sujet qui doit être le plus travaillé, le plus réfléchi, le plus suivi, du début jusqu'à la fin, et même une fois que la manifestation s'est terminée. Alors, je vais vous donner un exemple, si vous voulez bien, d'une manifestation dont j'ai le souvenir, c'était mes premières fonctions de préfet du Finistère. Et je me trouve un jour, les agriculteurs dans le Finistère sont remuants, ils sont attachants et remuants, et on m'avertit qu'il va y avoir une confrontation entre des agriculteurs et des salariés d'une grande surface, les premiers voulant bloquer évidemment la grande surface et les seconds voulant débloquer l'action des agriculteurs. Dans le Finistère, on dispose de moins de force que dans le Rhône. On n'est pas préfet de zone et il y a peu de forces à proximité, elles sont à Rennes au mieux. Et donc j'avais une demi-unité de CRS, si ma mémoire est bonne, et je devais avoir 300 agriculteurs d'un côté et 250 salariés, augmentés d'ailleurs de quelques agents privés plutôt virils. J'ai rapidement compris que l'affaire allait être compliquée. Le colonel de gendarmerie, puisqu'on était en zone de gendarmerie, me demande d'intervenir le plus vite possible, selon le principe, monsieur le préfet, nous n'avons pas beaucoup de force, si nous nous laissons déborder, les agriculteurs, selon une pratique ancienne, je l'avais déjà découverte 20 ans avant en étant jeune directeur de cabinet dans le Finistère, vont rameuter une partie de leurs camarades et nous allons être noyés. Et le président de la FDSEA, puissant, parce que le président de la FDSEA dans le Finistère c'est un homme puissant, m'explique qu'il faut surtout que je me mette en dehors du jeu, d'abord parce qu'il a vu les forces que j'avais, c'est-à-dire faibles, et qu'il fallait le laisser arranger leurs affaires entre eux et surtout ne pas m'en mêler. Évidemment, ça n'était pas tout à fait l'image que j'avais de l'État, donc je discute et je fais en sorte de dissuader le président de la FDSEA de régler ses comptes, et je lui dis, écoutez, je vous offre une porte de sortie, faites les photos qu'il faut, mais dans une demi-heure, il faut que vous soyez parti. Le colonel de gendarmerie me dit, monsieur le préfet, c'est une erreur. Je lui dis, je l'assume. Le président de la FDSEA me demande une nouvelle demi-heure pour que les journalistes arrivent et que tout le monde... Je la lui accorde. Le colonel de gendarmerie me donne quasiment sa démission et prévoit la mienne, ou plutôt ma démission, dans tous les cas ma révocation. Je tiens, je savais très bien que de toute façon, l'ordre public ne pouvait pas être assuré par la force. Le président de la FDSEA a fait ce qu'il s'était engagé à faire, il est parti, il n'y a pas eu un blessé, et voilà un moment où finalement l'usage de la force n'était pas la bonne façon de régler le sujet. La discussion, le dialogue, la confiance, avec une prise de risque, était ce jour-là la solution. Ça n'est pas toujours le cas, mais ce jour-là, c'était la solution. Bernard Cazeneuve, sur la gestion des manifestations, surtout quand on est au ministère de l'Intérieur, par exemple, est-ce que c'est quelque chose de particulier en termes de courage ? Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je ne reviendrai pas sur la technique du maintien de l'ordre, parce que le préfet Mayos vient à l'instant de nous administrer une leçon de maintien de l'ordre lorsque l'opération de maintien de l'ordre est bien conduite par des préfets qui ont un très bon niveau d'évaluation des situations et de compétences. Et
Et je pense comme vous, Monsieur le Préfet, on en a souvent parlé dans le passé, que le maintien de l'ordre est une affaire à la fois d'évaluation des interlocuteurs qu'on a en face de soi, de la configuration géographique des lieux, d'évaluation des forces dont on dispose. On ne dispose pas toujours des forces suffisantes ou des forces adéquates pour faire face à des manifestations nombreuses, surtout dans un contexte, celui que j'ai vécu, où vous avez le contrôle aux frontières pour maîtriser la crise terroriste, des zones à défendre où vous avez des individus qui ont une relation à l'État, à l'ordre républicain très singulière, pour ne pas dire les choses autrement, où vous avez des manifestations contre des mesures gouvernementales au sein desquelles des groupes violents et structurés pour créer les conditions de la confrontation avec les forces de l'ordre ne viennent pas défendre la cause pour laquelle les manifestants sont majoritairement dans la rue, mais viennent chercher la confrontation avec les représentants des forces de sécurité pour pouvoir par la suite créer les conditions de la théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, et ayant créé les conditions de cette théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, créer un rapport entre la police et la population totalement dégradé, de manière à atteindre ensuite des objectifs de délitement de l'ordre et des principes républicains. On a beaucoup de groupes qui se constituent aujourd'hui dans la société, dans les manifestations, pour atteindre ces buts. Donc le ministre de l'Intérieur, quand il doit affronter des manifestations, n'affronte pas simplement la problématique du maintien de l'ordre, elle est bien entendu présente dans son esprit, mais il doit tenir compte de tous les effets collatéraux d'une manifestation se passant mal sur le plan politique, en matière de relation de la police à la population et d'équilibre républicain. Deuxièmement, lorsqu'une tragédie survient, et lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai eu à affronter la tragédie qu'a constitué la mort d'un jeune militant écologiste dans une manifestation à Sivins. Vous voyez tout le processus dont je viens de parler se mettre en place, des mises en cause, la nécessité de rendre compte au Parlement, et c'est bien normal, de rendre compte à la presse, et c'est bien naturel, de trouver les mots pour dire ce que l'on peut éprouver comme responsable de l'État à l'égard de l'entourage et de la famille de la victime de ces opérations de manifestation. Et pour ma part, comme je ne voulais m'exprimer qu'après que le procureur de la République dans la région en question aurait dit les faits, j'ai mis trop de temps à m'exprimer par esprit de rigueur, et on m'a reproché ce temps, que bien entendu tous ceux dont je parlais à l'instant et qui sont les théoriciens des violences policières ont assimilé à la froideur technocratique consubstantielle à la fonction du ministre de l'Intérieur. Donc il y a cette deuxième difficulté qui est importante, qui est la difficulté de maîtrise des conséquences collatérales de la manifestation. Et puis il y a un troisième élément, je terminerai par là, c'est que si dans la démocratie, le peuple n'est jamais le danger, la foule est le risque. Et lorsque les secousses résultant des manifestations apparaissent dans la société, le courage, c'est de résister à la demande exprimée de façon parfois violente, véhémente, grégaire, par un ensemble d'acteurs, alors que la pression médiatique s'exerce fortement sur vous, pour éviter précisément que la foule ne vienne trahir ce qu'est la pensée ou la sincérité du peuple. C'est une vieille histoire. Sous l'Antiquité déjà, les philosophes de l'Antiquité s'inquiétaient de voir la démocratie, gouvernement du peuple par le peuple, se muer en ochlocratie, c'est-à-dire le gouvernement de la foule par les instincts, par l'agrégation des instincts. Et c'est un danger extrême dans la période où nous vivons. L'absence de pondération, l'absence d'esprit de nuance, le peu d'intérêt pour la vérité, les manipulations autorisées par les modes de communication numériques,
les formes d'agrégation virtuelle sur la toile qui se traduisent par des mouvements d'extrême violence dans la foule parfois. Un mot d'ordre sur la toile, reposant sur une fake news, peut conduire à des déferlements de haine dans la foule de façon spectaculaire. Moi, je me souviens qu'en juillet 2014, j'ai interdit des manifestations dans Paris, manifestations organisées pour lutter contre la politique d'Israël, ce que non seulement je comprenais, mais que je pouvais trouver légitime. Tous les cas qu'on conteste cette politique pouvaient se comprendre. Mais que dans ces manifestations, on crie mort aux Juifs, était pour moi insupportable, insoutenable. Donc j'ai interdit ces manifestations, non pas parce que j'étais contre la liberté de manifester, mais parce que je pensais que mon rôle de ministre de l'Intérieur était de n'accepter jamais dans un pays comme le nôtre, qui avait connu ce qu'il avait connu dans des moments particuliers de son histoire, qu'on pût accepter, à l'époque où nous vivons, que des individus se mettent à crier mort aux Juifs dans les rues de Paris. Et ils criaient mort aux Juifs dans les rues de Paris parce que les slogans antisémites qui étaient les appels à ces manifestations étaient déjà sur Internet. Eh bien, à ce moment-là, que vous ayez la Ligue des droits de l'homme en face de vous, comme je l'ai eu dans mon bureau, le jour même d'ailleurs des attentats de Charlie, quand on vient m'annoncer les attentats de Charlie, je suis avec le président de la Ligue des droits de l'homme qui vient me reprocher d'avoir interdit ces manifestations au mois de juillet. Eh bien, à ce moment-là, pour moi, le courage, c'est de dire non, voilà ce que je crois. Et si la foule insulte mon nom, si la foule me met en cause personnellement pour avoir pris ces positions que je crois justes, eh bien, au nom du peuple, je les maintiens face à la foule. C'est ça le courage. Est-ce qu'il y a une dimension du courage aussi quand on se retrouve face à soi-même et seul? Parce que quand on est préfet, quand on est ministre, in fine, la décision, c'est vous qui la prenez et c'est vous seul. Quel est votre rapport par rapport à ce moment de solitude et peut-être une forme de courage? Monsieur le préfet, peut-être. Je crois qu'il ne faut pas confondre la solitude et être solitaire. Il ne faut pas que quelqu'un qui a une responsabilité soit isolé. Il doit être entouré, me semble-t-il, de gens qui partagent sa volonté, son ambition au service, encore une fois, de l'État. Et ils doivent le faire, je me permets d'insister là-dessus, avec loyauté. La loyauté, ça n'est pas la servilité. La loyauté, c'est la capacité, y compris de contrarier son chef. Il m'est arrivé, ne me demandez pas de vous donner les circonstances, puisque c'est ma forme de loyauté, de dire à certains ministres qu'il ne me paraissait pas de bonne politique de prendre la décision qu'ils me demandaient de prendre, qu'à partir du moment où je pourrais m'exprimer et qu'ils prendraient une décision, évidemment, je l'exécuterai. Il faut d'une certaine façon un certain courage pour le faire, mais comme je demande cela à mes collaborateurs, je ne vois pas pourquoi je n'exercerai pas le même type de loyauté vis-à-vis des ministres et du gouvernement. Je dis toujours à mes collaborateurs, vous deviendrez mes collaborateurs le jour où vous me direz non. De façon a priori plutôt intelligente et argumentée. Mais tant que vous me dites oui, vous êtes un exécutant. Malraux avait une belle phrase, il disait l'esclave doit toujours dire oui, l'homme libre peut dire non. Et je pense que dans ce non, dans cette capacité à pouvoir à un moment donné proposer quelque chose, que l'équipe se constitue. Donc vous voyez, quand vous parliez de solitude, oui, la décision, in fine, elle vous appartient. Quand je parlais tout à l'heure de la manifestation, quand le Premier ministre parlait de toutes les décisions qu'il est amené à prendre, c'est lui seul qui les a prises et qui en a assumé la responsabilité. Mais le fait d'assumer une responsabilité et d'être seul pour l'assumer ne veut pas dire que vous ne constituez pas, vous ne fabriquez pas cette décision grâce à tous ceux qui vous entourent et grâce à l'entourage que vous avez constitué autour de vous et qui, à ce moment-là, prouve ou non sa solidité et vous sert ou vous dessert. Bernard Cazeneuve.
Moi, je ne me suis jamais senti aussi seul dans les responsabilités que j'exerçais que lorsque j'étais très entouré. Dans les moments les plus difficiles, vous avez toute une série de collaborateurs autour de vous. Je vois le procureur François Molins, que je salue, avec beaucoup de respect. Et si je puis me permettre cette formule, sans vous compromettre, monsieur le procureur, beaucoup d'affection, compte tenu de ce que nous avons vécu ensemble dans cette période dont je parle à l'instant. Pourquoi est-ce que je me suis senti seul lorsque j'étais très entouré? Parce que dans cette période-là, vous avez des tas de gens qui sont autour de vous, qui sont votre cabinet. C'était pareil pour le procureur avec ses magistrats. Marguerite Bérard, qui est là, qui va s'exprimer tout à l'heure, a fait du cabinet ministériel. Elle connaît l'ambiance des cabinets ministériels lorsqu'il y a des crises. Et tout le monde essaie de prendre le cerveau du ministre, non pas pour faire prévaloir sur lui une emprise, mais parce qu'il y a dans les cabinets ministériels et dans les entourages une relation particulière qui se noue avec le ministre, qui conduit les collaborateurs, la plupart du temps, à avoir pour lui de la sympathie et par conséquent à être soucieux de sa protection. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai vécu. Et donc, chacun y va de son avis et de son commentaire. Mais vous êtes seul à prendre la décision. Et lorsque vous devez la prendre vite et que vous êtes face à des enjeux qui peuvent engager, y compris la capacité du pays à demeurer dans son unité, vous devez très vite agir et agir seul. Donc ce tumulte autour de vous, cet ensemble d'avis qui vous parviennent en un laps de temps très bref, doit vous conduire dans la plus grande solitude et de façon à la fois froide et absolument déterminée à prendre la bonne décision. Et au moment où vous la prenez, vous êtes dans une très grande solitude. Deuxièmement, je ne me suis jamais senti aussi vulnérable lorsque j'étais isolé. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur « on est seul, mais il faut éviter la solitude » est très vrai. C'est-à-dire que la bonne décision n'est pas une décision que l'on prend dans l'incapacité à accéder au raisonnement de l'autre. Vous devez toujours, même si vous n'êtes jamais autant seul que quand vous êtes très entouré, vous préserver de la solitude, parce que la solitude qui est le contexte d'une décision potentiellement prise sans discernement est la source de l'erreur dont les conséquences peuvent être graves. Et troisièmement, vous devez être suffisamment en maîtrise de votre capacité de raisonnement pour ne pas vous tromper, mais vous devez être suffisamment humble pour considérer à chaque instant que la vie qui vous est donnée par autrui peut vous conduire à changer un raisonnement pourtant bâti de longue date ou de longue haleine si l'élément qui vous est apporté vous apparaît subitement comme apportant un éclairage que vous n'aviez pas vu sur une question sensible. Donc c'est cette alchimie-là qu'il faut arriver à réussir. Donc assumer la solitude, ne jamais s'isoler et ne jamais se trouver dans une situation de certitude qui vous conduit à être dans cette certitude précisément que vous seul êtes incapable de vous tromper, parce que là vous êtes sûr de commettre l'erreur. Et concernant le courage d'être soi, comment on reste soi-même quand on doit s'effacer derrière le service de l'État? Un ministre en chasse un autre, un préfet en chasse un autre. Comment vous faites, vous, chacun de vous deux, dans vos fonctions, dans votre parcours, pour garder une forme de personnalité quand on est à ce genre de responsabilité? Bernard Cazeneuve. Moi, alors pour le coup, j'ai une vraie chance, c'est que j'ai jamais eu trop de problèmes existentiels de cette nature dans ma vie politique. Et je pense que c'est parce que certains y voient d'ailleurs une forme là aussi de conception un peu, comment dirais-je, naïve de la politique. Mais moi je pense que la politique a quelque chose à voir avec la sincérité. Si vous avez des convictions et que vous les exprimez sincèrement, si vous pensez que la politique consiste à convaincre à partir des convictions qui sont les vôtres et non à séduire en changeant de conviction à mesure que les événements évoluent, se modifient, si vous êtes quelqu'un qui a une
conception de l'État, de la République, de la nation, et que vous l'exprimez certes en adaptant votre pensée aux circonstances, mais sans en changer chaque jour pour être sûr de séduire à chaque instant, alors vous n'avez pas ce type de difficulté pour être vous-même. D'ailleurs, la meilleure manière, pardonnez-moi de dire les choses aussi simplement, et ça va vous paraître d'une triste évidence, mais la meilleure manière d'être soi-même, c'est d'avoir une petite idée de ce que l'on est, de ne pas se tromper sur soi. Et par conséquent, c'est de ne pas jouer chaque jour un rôle qui ne correspond pas à ce que l'on est essentiellement, fondamentalement, mais qui correspond au rôle qu'on estime avoir intérêt à jouer compte tenu de ce que sont les circonstances du moment. Donc, pour synthétiser, la meilleure manière d'être soi-même, c'est de rencontrer plusieurs fois par jour une notion assez simple dont on a perdu le sens et qui pourtant est fondamentale en politique et qui s'appelle la sincérité. Pascal Mayos, là-dessus. Alors, j'avoue que je ne me suis jamais posé la question, un peu comme Bernard Cazeneuve, de cette façon-là. Je pense qu'en tous les cas, dans le métier de préfet, je ne me permettrai pas d'évoquer des responsabilités plus importantes que celles qu'a exercées ou qu'exercera Bernard Cazeneuve, mais je pense qu'on ne peut pas tricher parce que le rythme est tel qu'à un moment donné, vous êtes rattrapé par l'image que vous souhaitez donner. Donc la meilleure façon d'exercer vos fonctions, la plus efficace d'une certaine façon, la plus... celle qui agrège, praefectus en latin, c'est celui qui marche en avant. Hein. Si vous voulez entraîner des hommes et des femmes derrière vous, il faut que les gens vous reconnaissent avec les qualités et les défauts qui sont les vôtres, avec votre personnalité, qu'ils vous aident avec ce tempérament et que vous n'essayez pas de tricher avec eux sur ce que vous n'êtes pas ou ce que vous seriez. Donc, je pense que c'est une question qui ne se pose pas, mais Bernard Cazeneuve a raison, il faut bien se connaître et bien faire comprendre à ses collaborateurs qu'on peut avoir des points de fragilité et qui sont là pour vous aider dans ces moments-là, pour vous soutenir, mais voilà, ne pas sans arrêt être dans l'image qu'on donne, mais d'être dans la réalité de ce qu'on est. De toute façon, en politique, c'est un peu différent. Vous avez raison de distinguer les fonctions, mais malgré tout, bon, les individus, quelle que soit la responsabilité qu'ils exercent, finissent par être confrontés aux mêmes contingences. Mais en politique, Mitterrand m'avait dit ça quand j'ai commencé à faire de la politique en 1991-92. Je lui avais dit, Monsieur le Président, est-ce que vous auriez un conseil à me donner? Et il m'avait dit, la presse, vous la contredite tous les jours, vous ne la démentez jamais. Ça, c'était son premier conseil. Et puis son deuxième conseil, c'est soyez vous-même, parce que finalement, à la fin de l'histoire, c'est-à-dire quand les gens ont appris à vous connaître suffisamment longtemps, vous apparaissez toujours pour ce que vous êtes, quels que soient les efforts que vous avez faits pour chercher à dissimuler vos défauts. Et ça, c'était très vrai. Je crois qu'en politique, on apparaît toujours pour ce qu'on est. Parce que les Français constituent un peuple extraordinairement intelligent, doté d'une intuition qui fait leur génie politique, et vous pouvez déployer 1000 artifices, 1000 stratagèmes pour essayer d'apparaître comme le contraire de ce que vous êtes. Ils ne sont jamais autant capables de discerner ce qu'est votre tempérament que lorsque vous cherchez à le leur dissimuler. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Je le dis pour ceux d'entre vous qui souhaitez vous lancer dans la politique. Soyez sincères et ne cherchez pas à apparaître pour ce que vous n'êtes pas, on vous démasquera. On va en venir à la question des ressources. On l'avait évoqué au début de cet entretien. Bernard Cazeneuve, vous parliez de choses peut-être qui sont au-delà du réel. Tout à l'heure, Pascal Mayos, vous avez parlé d'intérêt suprême de la nation. Quelles sont les ressources que vous utilisez pour avoir du courage et surmonter des difficultés dans vos fonctions? Monsieur le Préfet. Il y a deux sources, incontestablement, en tous les cas, deux sources principales. La première, c'est l'amour de la France. Quand on aime passionnément la France, on l'aime comme un être. Et donc,
ça vous donne une force considérable parce que l'histoire vous rappelle, Bernard Cazeneuve l'a indiqué tout à l'heure, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont passionnément aimé la France. Et vous vous sentez, sans comparaison aucune, mais dans une sorte de sillage, je parlais tout à l'heure, des compagnons, formidable aventure, de gens si différents, qui à un moment donné ont répondu à un appel. Et puis je pense que la deuxième chose, chacun peut avoir à ce moment-là des convictions spirituelles ou autres, c'est le dépassement de soi, c'est-à-dire le fait de reconnaître dans un engagement d'une autre nature, spirituel pour certains, un engagement humaniste pour d'autres, finalement, une capacité qui montre que vous n'êtes pas seul et que vous êtes, encore une fois, en relation avec une famille spirituelle lorsque c'est le cas, ou avec une famille d'humanité. Je crois beaucoup à la notion de fraternité. Je pense que notre pays irait beaucoup mieux s'il était moins obnubilé par la liberté et l'égalité, et s'il s'occupait un peu plus de fraternité. Charles Péguy disait que c'était la cousine pauvre de la République, reléguée en 3e position. Ça n'a pas toujours été le cas. En 1848, la fraternité était au cœur de notre devise républicaine. Liberté, fraternité, égalité. Ça a évité l'opposition. La fraternité, c'est formidable. Ce que j'appelle la respiration républicaine. Donner et recevoir. Et vous voyez, quand on est dans cet état d'esprit qui réunit tout le monde, je parlais des compagnons, là il réunit des catholiques, des francs-maçons, des agnostiques, des gens qui n'ont... L'idée de donner, qui dans cette salle peut dire qu'il n'a pas reçu? Personne. Et j'espère que dans cette salle, mais j'en suis sûr, tout le monde peut dire qu'il a donné. Et à partir du moment où on est dans ce système-là, donner et recevoir, eh bien je pense qu'on est dépassé, d'une certaine façon, au bon sens du terme. Et quand on fait tout cela pour la France, donc en fait, je résume, aimer la France et aimer les autres, c'est une bonne façon d'avoir une boussole simple, d'être soi-même, et finalement, naturellement, de témoigner du courage. Bernard Cazeneuve, vous citiez François Mitterrand tout à l'heure. François Mitterrand, dans sa dernière allocution aux vœux des Français, c'était le 31 décembre 1994, parlait des forces de l'esprit. Est-ce qu'il faut aller chercher de ce côté-là comme ressource quand on est ministre de l'Intérieur, quand on est Premier ministre? Bon, d'abord je rejoins tout à fait ce que vient de dire Pascal Maillot sur l'amour de la France. Alors l'amour de la France, il prend 1000 visages, il s'éprouve de bien des manières, mais lorsqu'on a une relation tellurique avec le pays, avec ses territoires, ses paysages, les Français qu'on sent... souvent parce qu'on a été longtemps élu local et qu'on a appris à rencontrer les Français dans l'expression de leurs inquiétudes ou de leurs aspirations quotidiennes, on a une relation au territoire qui est une relation vraiment tellurique. Et ça, je l'ai éprouvé non pas spontanément quand je suis rentré dans la vie publique, mais au fil des années. Plus je vieillissais, plus j'éprouvais un incommensurable plaisir à me trouver dans des territoires dont les paysages, les éléments du patrimoine architectural ou bâti, la nature aussi. À Cherbourg, par exemple, je raconte ça parce que ça m'a beaucoup marqué. Lorsque je suis arrivé à Cherbourg, j'ai découvert que la Marine nationale s'était implantée à Cherbourg, non pas pour y construire des bâtiments, mais pour permettre au roi Louis XIV d'envoyer les marins à travers le monde récupérer des espèces botaniques rares, qui s'acclimataient à Cherbourg, parce que contrairement à ce que laisse à penser la rubrique météorologique du journal de 20 heures, la douceur du climat permettait l'acclimatation de ces plantes, puis ensuite elles allaient au jardin d'acclimatation et inversé. Si bien qu'il y a eu à Cherbourg un ensemble de sociétés savantes, et notamment de sociétés botaniques, qui ont perduré à travers le temps. Et moi, je me suis passionné pour la botanique. Donc, quand j'étais ministre de l'Intérieur, que j'aille dans les départements et territoires d'outre-mer, à l'étranger, ou dans nos provinces, je récupérais toujours des graines, des pousses, que je ramenais dans les jardins à Cherbourg, dans mon propre jardin. C'est un détail. Mais quand je parle de relations telluriques, ça passe par des choses qui peuvent apparaître tout à fait infimes et qui font la passion d'un pays. La deuxième chose,
c'est que on ne peut pas prendre de bonnes décisions et on ne peut pas assumer la solitude dont on parlait tout à l'heure s'il n'y a pas de grands moments d'introspection. Alors chacun a sa modalité. Moi je lisais des textes d'auteurs français, généralement des romanciers ou des poètes qui m'ouvraient des horizons et me permettaient de m'échapper pendant 1 heure, 2 heures, mais de m'échapper vraiment par ces textes. Et certains textes, d'ailleurs, étaient des textes qui avaient une dimension à la fois littéraire et religieuse. Je me souviens d'avoir relu, pendant toute cette période des attentats, des textes de Moria comme Le sang d'Atis, ou des textes qui renvoyaient à la relation que cet auteur avait à la fois à la religion, à son territoire, comme dans Commencement d'une vie, qui sont des textes que j'ai beaucoup aimés, qui sont plutôt des textes biographiques, ou Un adolescent d'autrefois, etc. Et puis je relisais ensuite des passages de la Bible. Je ne suis pas pratiquant et catholique, mais j'ai toujours eu besoin d'une réflexion spirituelle. Donc ça a beaucoup compté pour moi, ces lectures à ce moment-là. Il y avait la musique aussi, dont Georges Duhamel disait qu'elle est consolatrice. Et il y a des pièces de musique de toute période qui vraiment nous ramènent à l'âme humaine. Vous parliez tout à l'heure de la fraternité. La fraternité n'est pas possible s'il n'y a pas l'altérité. Et la musique est pour moi la forme d'expression humaine la plus universelle, qui permet vraiment de transcender toutes les cultures, toutes les singularités, pour essayer d'atteindre à ce que la condition humaine est la plus universelle. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a aussi des gens qui comptent. Parce qu'on a beau être dans la solitude du pouvoir, on a des enfants, on a des amis, il y a des personnalités dont la conversation est recherchée plus qu'à l'accoutumée, parce que ils vous aident précisément à continuer à être vous-même. Et puis à ce que vous appelez les forces de l'esprit. Moi, j'ai été convaincu à ce moment-là. Bon, je ne vais pas trop dire ça ici, parce que peut-être qu'il y a des journalistes, je ne sais jamais ce qu'on fait des révélations. Il n'y en a pas. Bon, très bien. Mais il m'est arrivé à ces moments-là, comme à d'autres moments de ma vie, d'avoir vraiment le sentiment d'être le maillon d'une chaîne, mais qui puisait ses racines longtemps avant moi, et qui partirait longtemps après. D'ailleurs, Pascal Mayos le sait, quand vous êtes au ministère de l'Intérieur et que vous rentrez dans l'antichambre, vous avez tous les portraits des ministres de l'Intérieur. Là, vous vous rendez compte que ceux dont on se souvient comptent sur les doigts d'une demi-main. Donc, vous avez intérêt à vous effacer derrière la fonction si vous voulez être utile. Sinon, vous êtes condamné à disparaître définitivement. La chance que vous avez de rester dans la liste de ceux qu'on compte sur les doigts d'une demi-main, c'est de vous effacer totalement. Eh bien, quand vous prenez conscience de ça, vous vous dites « je suis le tout petit maillon invisible qu'on oubliera d'une chaîne immense qui est multiséculaire ». Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous autoriser à penser qu'il y a eu beaucoup de monde avant vous, qu'il y aura beaucoup de monde après vous, et que vous êtes en lien avec tous ces gens-là. C'est intéressant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. Monsieur le préfet Pascal Mayos et monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas si vous avez laissé une trace, vous laisserez une trace à Place Beauvau, mais ici, vous en laisserez une. Ça, je vous en assure, et on n'oubliera pas vos propos. Monsieur le Préfet, merci aussi d'être venu ici, malgré vos fonctions et vos devoirs de réserve. On apprécie énormément que vous ayez accepté, malgré tout, d'être avec nous pour parler librement. C'est une grande forme de confiance que vous nous faites. Et donc là aussi, vous savez que vous êtes ici chez vous, et vous serez toujours le bienvenu. Merci à vous deux, et bonne fin de journée.